matin, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 14e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Périard, encore une fois, avec comment je peux en dire? L'épicurien de la lutte, Pierre Gaston-Gay. Wow! Comment ça va, Pierre? Parce que souvent, toi, tu manges à l'étranger. Hein? T'aimes ça goûter à d'autres formes, d'autres styles de lutte. Je suis curieux. C'est curieux. Qu'est-ce quelque chose que je sais pas c'est quoi ça sur mon menu de lutte? Je vais aller le tester, mais aller le voir. Ouais. C'est une belle analogie, c'est une belle comparaison. J'aime ça, épicurien de lutte. Ouais. Génial. Et cet épisode, c'en est un qu'on avait jasé, qu'on savait pas comment ça allait faire un spécial, si on veut, sur la lutte étrangère, la lutte autre que la WWE ou la All Elite Wrestling. Mais on va faire une exception pour cet épisode-là, pour, te permettre de nous partager ta passion et tes connaissances sur la New Japan Pro Wrestling, la NJPW. Mm-hmm. Parce que c'était leur WrestleMania. C'était le 4 janvier dernier, oui, donc il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Oui. Et Wrestle Kingdom leur gros show 18. Mm-hmm. Wrestle Kingdom 18 qui a eu lieu. Et on va en jaser. Ça va être un épisode spécial sur ce style de lutte-là. Fait que si vous avez toujours voulu découvrir ou tenter ou voir c'est quoi ce style-là, on va vous en jaser un peu plus. Ça va vous permettre de comprendre un peu c'est quoi ce style-là. Que tu dirais que ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent de la lutte nord-américaine? En fait, c'est habituellement le style de lutte du Japon va être beaucoup plus calqué sur un style de lutte, oui, strong style. Fait que c'est beaucoup plus... c'est un peu plus violent. C'est un peu plus axé sur le corps physique, plus que des matchs sur pas le mental, mais sur l'histoire intellectuelle ou le comment défier quelqu'un de façon plus stratégique. Ça va être plus ça va être un peu plus violent. Encore, il y a des matchs qui sont très cérébrales. C'est pas tout super violent. C'est juste que c'est un peu plus calqué là-dessus. L'histoire de la lutte au Japon est plus proche du strong style. Les Japonais vont pratiquer des muscles, souvent dans le haut du dos, dans la nuque, pour être capable de bumper de façon dégueulasse sur le dessus de leur tête. Ce genre, ils sont pas doux sur leur corps, les Japonais. Ils sont plus épais aussi. Genre, c'est très... Non, mais ils sont très haut de corps, très musclés, épais, genre. Pas épais ni niaiseux, épais, physiquement épais, comme une masse musculaire épaisse. Là. Fait que, oui, c'est ça, pour bumper, puis pour se donner le coup, ne pas se casser le cou, et nous donner le goût de l'écouter. Fait que c'est juste un produit différent. Le production value est différent aussi. Fait qu'on écoute du New Japan, c'est filmé un peu différent. Les commentateurs aussi, là, je les écoute pas en japonais, là, je les écoute en anglais, là, mais c'est un style de description différent aussi. Les compléments d'information sont pas tous pareils. C'est juste un produit différent. Si vous êtes habitué à la WWE et vous écoutez New Japan, vous allez être un peu perdu au début là, pour vraiment comprendre les codes. Mais la lutte, ça reste la lutte. Hein. Fait que c'est un méchant et c'est un gentil qui se bat. Rendu là. Et la foule japonaise aussi, on dirait, elle a comme un... Tu sais, nous, en Amérique du Nord, en Occident même, je dirais, en général, on est très bruyant. Oui. On crie, on fait des chants, on dit quand on n'aime pas ça, on dit quand on aime ça. Mm-hmm. Alors que j'ai l'impression que la New Japan, le public japonais, un peu plus... écoute ça comme un sport, un peu plus, hein? Ouais. Avec genre, là, ça, c'est une belle séquence. Exactement. Ça va réagir, ça va être beaucoup de beaucoup de claps. Après. Il n'y a pas de chant, pas rien, pas. Il n'y a pas beaucoup de pancartes aussi. Les gens, ils se lèvent pas. Il y a un gros respect. C'est très respectueux, exactement. C'est la façon de démontrer
l'amour que t'as pour un lutteur, c'est fait dans le respect. Fait que ça va être à l'entrée avec des applaudissements puis une coupe de cheers. Ça va être à la fin avec des standing ovations si le match a été bon. Fait que c'est très solennel, c'est très droit, c'est très respectueux. Fait que c'est extrêmement différent que la lutte dans un sous-sol d'église à Montréal où on est chaud bateau puis on crie on envoie chez Benjamin Toll. C'est très, très, très différent là, comme spectacle. Fait que l'écouter aussi, c'est ça. Des fois, tu fais comme, il me semble, il n'y a pas d'ambiance. Non, c'est juste que l'ambiance est différente à New Japan. Exactement. Puis on dirait la distance aussi avec la foule est un peu plus grande au Japon. Ben, je sais pas si c'est les trucs c'est le setup de Wrestle Kingdom qui fait ça. Là. Okay. C'est une très, très c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça. Il y a certains shows dans des plus petits arénas où c'est un peu plus. La foule est un peu plus proche, mais ça reste que c'est pas aussi. Sont pas aussi à proximité que les shows nord-américains ou même. Où tu peux y toucher là, s'il est proche pis t'es première rangée. Ils vont pas aller brawler dans la foule ou très rarement, si oui, ça va être dans un allée où il y a personne. Ou, ils vont pas aller dans la bulle des gens comme ça se fait avec All Elite ou John Moxley dans 3/4 de ses matchs. Puis, non, c'est vraiment intéressant juste de voir la différence d'un même produit, un même truc, mais qui est vraiment appliqué différemment et consommé différemment. Moi, je trouve tout le temps ça fascinant. Puis, moi, c'est sur ma checklist d'éventuellement si j'ai la chance d'aller au Japon, de voyager au Japon, aller voir des spectacles là-bas pour comprendre la différence avec ce qu'on vit ici en Amérique du Nord. Parce que c'est ça. Tu sais, quand tu vas à Rome, tu fais comme les Romains. J'aimerais ça que tu ailles au Japon puis voir la lutte comme les Japonais. Parce que c'est très spécial. Puis c'est le fun de voir ça. Parce qu'on dirait les gens réagissent pas aux mêmes choses. Tu sais. Des fois, c'est les changements de transition. Là, tu sais, mettons un style à la Zack Sabre Jr. Il est très over par un changement de transition. Alors qu'en Amérique du Nord, on va trouver la plupart du temps que c'est plus plate parce que c'est plus technique, on voit moins. Alors qu'au Japon, c'est très apprécié ce style, ce style-là. T'aurais-tu un nom de lutteur qui pourrait nous... qui un peu personnifie ça, mais en Amérique du Nord, ce style-là, un peu à la New Japan? Tu sais, un nom que tout le monde connaît qui je pense que justement, il y a eu une très grosse difficulté à faire une transition, c'est Shinsuke Nakamura est la personne parfaite pour comprendre exactement c'est quoi. Quand il est arrivé... Qui était une vedette, lui, à la New Japan. Une vedette. Il a été la plus grosse vedette au début des années 2000. Quand Brock Lesnar a fait sa tournée au Japon, c'est Shinsuke qui était la grosse vedette. Puis le match Lesnar-Shinsuke au Japon, ça a été un événement là, immense. Fait que quand vous voyez Shinsuke se battre, puis des fois, vous faites comme, me semble, c'est bizarre la façon qui va monter ses matchs, la façon qu'il va faire certaines transitions de moves ou certains pacing, donc l'ordre des moves qu'il va faire pendant son match. Des fois, on peut trouver ça bizarre ou on s'en rend pas compte, mais inconsciemment, on fait comme ça. Il me semble que cette transition-là est bizarre, mais c'est ça, c'est la difficulté d'aller prendre ce qu'il faisait à New Japan très très bien et être capable d'appliquer quelque chose d'un peu modifié ou modifiable à ce que nous on est habitué de voir nord-américain. Sinon, tout ce qui est des gens de l'Angleterre, le British Strong Style est pas loin de ce qui se fait au Japon aussi. A été inspiré, je pense, beaucoup de la New Japan, qui a après pris sa tournure, son petit switch, mais effectivement, c'est ces deux styles. Je pense que j'aurais dit également Nakamura, je connais moins ça que toi, mais c'est ce qui me semblait. On s'entend Nakamura a amené ce style-là un peu plus. Daniel Bryan Danielson a aussi amené ça un peu, qui a lutté longtemps aussi à la New Japan, un style plus stiff de coup. Parce qu'on dirait que c'est plus apprécié. Maintenant, ça l'a un petit peu plus aussi en Amérique du Nord, mais le côté, le classique, faire des chops jusqu'à ce que ce soit rouge, ben, c'est comme une manière d'être courageux, d'être genre valeureux, puis c'est très apprécié genre au Japon, de genre hey, tu finis un match comme ça, tu t'es battu là, genre tu nous as donné du stock, puis ils ont la version Deathmatch là, si on veut, qui est comme nos matchs extrêmes un peu Texas ici, mais eux, il y a des compagnies qui ont repoussé ça à l'extrême là, au Japon. Oui. C'était comme
ça n'avait plus de bon sens. Il y avait des explosifs sur le bord du ring. Puis, Ouais, le fameux match, là, Explosion Barbed Wire, là, que vous avez peut-être vu à l'All Elite. Qui a été moyen. Qui a été moyen, là. Mais ça, c'est un match qui est inspiré de cette fédération-là dans les années 90 au Japon qui était. Qui repoussait les limites de l'extrême. Crinqué dans la tête, là. Ouais, complètement fou, là. Si vous avez la chance d'écouter, si vous avez Crave, vous pouvez aller voir Dark Side of the Ring, la saison 3, je crois, il y a un épisode de 45 minutes complet sur cette fédération de lutte-là au Japon. C'est complètement pété dans la tête. Il me semble que tu te rendais en bateau. Ouais, c'était en plein sur le ring. Sur le ring pour te battre. Puis il y avait des bombes autour. Qu'est-ce qui se passe? On est rendu où, genre, au niveau d'intensité? Complètement décalé, là. Mais tu sais, c'est rendu très loin dans l'extrême, puis je pense que c'est ça. Tu sais, le Japon aime ça repousser ce genre de limite-là. Puis dans les entrées, ça se ressent, je pense, là, on tombe dans le Wrestle Kingdom qui est plus mainstream, mais dans les entrées, c'est très over the top aussi. Oui, si vous écoutez ça, là, tu sais, les entrées à la WrestleMania très intenses ont probablement été beaucoup inspirées de la New Japan qui faisait ça pas mal tout le temps, mais qui aime ça mettre le paquet dans les très costumes. Glamour, Ah ouais. Puis, bref, on vous le conseille. C'était notre petite entrée en matière. Notre petite genre entrée avant de rentrer plus en profondeur dans le Wrestle Kingdom 18 pour vous mettre en appétit à ce qui s'en vient. Parce que d'ailleurs, hein, vous êtes nombreux à nous écrire de plus en plus là, sur les réseaux, tout ça, puis on vous remercie. Je pense qu'on t'a retenu le commentaire de Pierre-Paul, hein, je pense. Pierre? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre-Paul, là? Ben, il a écrit, je vais le citer, il dit Pierre, le prend il parle pas à toi, là. Oui, il parle à moi, c'est ça. Pierre, il dit, le prend pas mal, c'est mon avis personnel. Ça va pas te faire plaisir d'entendre ça, mais moi, personnellement, là, c'est Pierre-Paul qui parle. Il dit, personnellement, Eddie Kingston, je suis pas fan de lui. Ça fonctionne pas avec moi, honnêtement. C'est pas personnel. Je le prends pas personnel, parce qu'il dit il sait que moi, j'aime beaucoup Eddie Kingston. Pierre-Paul... je respecte ton opinion. Ça veut pas dire que je l'apprécie, ton opinion, mais je la respecte. Puis je sais que Eddie Kingston est pas fait pour tout le monde. Non, il est pas fait pour moi non plus. Moi, je suis d'accord. C'est ça, vous êtes dans la même équipe, toi puis Pierre-Paul. Là. Mais il vient pas nous chercher. En tout cas, moi, il vient pas me chercher. Je pense qu'il est d'accord avec moi, Pierre-Paul. Puis c'est comme c'est bizarre parce qu'il est pas mauvais, il est pas rien, mais il y a rien qui vient comme me chercher. Mais toi, tu l'apprécies beaucoup. Oui, parce que il est apprécié au Japon. D'ailleurs. C'est exactement. Eddie Kingston est un gros geek, gros nerd de toutes ses idoles de lutte sont des gens de la All Japan, donc la fédération qui était là avant même New Japan, une fédération qui existe encore, qui est la deuxième plus grosse au Japon. Fait que toutes ces idoles viennent du Japon, fait qu'il y a un style très japonais, fait qui est plus violent, qui est un peu plus slow des fois, mais qui va aller chercher le cœur et l'underdog là, qui surmonte toutes les difficultés puis qui réussit. Tout ce côté-là, lui, va chercher ça au New Japan. Moi, je suis quand même un pas pire fan, même si je ne suis plus le produit activement. J'aime beaucoup tout ce qui se fait au Japon et j'aime ce style-là. Fait que c'est pour ça que je pense Eddie Kingston vient me chercher dans mes émotions. Fait que non, je comprends votre opinion de marde, mais c'est correct. Non, toi t'as une opinion de marde. Moi puis Pierre, on est d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai, deux contre un. Ben c'est ça. Pierre, il y a personne d'autre qui a écrit pour dire qu'il était d'accord avec toi. Fait que s'il y en a, écrivez-le. Sinon, c'est nous qui gagnons. Ouais, Manu, Elisabeth, là, aimez-vous Eddie Kingston, vous autres? Est-ce que vous êtes capables de... On va se monter une équipe là, pour Eddie. Vous allez voir. Ah, on va se faire un tag team, les deux, un 4 contre 4. On se pogne avec les sommeliers. Sinon, on voulait aussi mentionner Marc-André qui nous a écrit sur notre page dans les messages. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire sur les posts publics, mais si ça vous tente d'écrire par message, il n'y a pas de problème. Qui nous dit aussi, lui il a appris qu'on faisait ça, hein, c'est un ami de l'humour. Je savais pas que vous faisiez ça, m'a l'écouté, hein, parce que pour me remettre dans l'histoire avant le Royal Rumble, j'ai checké le Raw du premier, puis tabarnak, je capotais. Et c'est un peu ça aussi qu'on veut faire avec le podcast des sommeliers, c'est que oui, on décortique plus intensément certains matchs, l'art de la lutte, mais on veut également tenir au courant les gens qui
Tu sais, on va appeler ça les fans casual, les fans qui viennent ici et là, quand c'est les gros événements comme le Rumble, comme WrestleMania. Hey, là, ça me tente, tu sais, c'est mon moment de l'année où j'aime ça écouter la lutte. Puis on est là pour vous aussi, c'est pour ça qu'on fait des résumés d'histoire, c'est pour ça qu'on fait un peu nos lexiques aussi, où on parle plus de trucs en introduction. Fait que si vous aussi, vous avez des amis, nos fans, là, justement, Pierre-Paul, Élie, tout ça, si vous avez des amis qui, une fois de temps en temps, ils rembarquent dans le bateau de la lutte, puis ça leur tente de suivre les histoires, parce que un moment donné, ça fait 6 mois que tu l'as pas écouté, il y a des choses qui ont changé, qui est rendu gentil, qui est rendu méchant, tout ça. Fait que nos épisodes de prédiction / résumé, ou je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais résumé des histoires avant les pay-per-view, donnez-leur à vos amis pour que quand ils arrivent chez vous et qu'ils écoutent le show avec vous autres, ils sont au courant de ce qui se passe. Ça prend 45 minutes, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, peu importe la longueur de l'épisode, puis c'est 1 heure et demie bien investi pour... T'es pas obligé de te taper comprendre, c'est ça. Plein de mois de lutte pour être capable d'être à jour, tu fais écouter le podcast puis t'es capable de suivre ce qui se passe. T'as un bon compromis quand même. Exact, puis c'est ça que Marc-André va faire. Quand notre épisode sur le Royal Rumble va sortir, risque de sortir dans les prochains. Fait que, les 2 prochains vont être le prochain épisode du Royal Rumble. Fait que mettez ça à votre agenda, hein, comme la dernière fois. On va avoir un questionnaire de prédiction pour ceux qui veulent la coche au-dessus. Hein, veut dire, j'ai suivi Storyline, je pense que ça va être lui ou elle qui va gagner le Rumble. On va avoir un questionnaire, on va revenir à cet épisode-là. Mais également un résumé de toutes les histoires, de toutes les storylines qui culminent vers le Royal Rumble. Puis le Royal Rumble, c'est le début de toutes les histoires qui vont se rendre jusqu'à WrestleMania. Fait qu'on va faire notre épisode. Si on a toutes les histoires, si on a tous les matchs de la carte, ça va être le prochain. Sinon, ça va être dans 2 épides. Donc, mettez ça à votre agenda, encore une fois, pour aller répondre au questionnaire. Et on commence l'épisode par la suite de cette longue intro de tout ce que c'est la lutte au Japon, avec la petite chronique lexique. Ça sera pas très long, parce que cette semaine, c'est le mot suplex. Oh yeah! Suplex, c'est... Quoi, un suplex? C'est un mouvement où un lutteur ou une lutteuse soulève son adversaire et le fait retomber en arrière. Donc, le classique suplex, ça va être épaule à épaule comme ça, puis on passe par-dessus. Les pieds par-dessus. Les passes par-dessus, exactement. Puis c'est un peu épaule à épaule comme ça, avec le soutien du cou lorsqu'on retombe, pour pas avoir de blessure. Mais il y a de nombreuses variantes au suplex. Ah là, je vais pas faire mon Chris Jericho puis toutes vous les nommer puis que ça fasse un épisode de 40 minutes où je vous nomme toutes les suplex. Faut que tu commences à nommer. On va partir à la pause. On va revenir. Tu vas être encore en train de nommer. Exactement. Les sortes de suplex. Mais mettons les plus connus. T'as le Fisherman Suplex. T'as le German Suplex, celui qui était popularisé. J'imagine qu'il y a des photos là, qui arrivent là. Peut-être. Exact. Ouais, il y a des photos qui vont arriver. Le German Suplex, celui qui est le plus connu, hein, celui, pas le plus connu, mais la variante la plus connue que Brock Lesnar a mis populaire, qui est souvent celle qu'on va voir souvent. Tu sais, t'as des Superplex de la 3e. T'en as plusieurs. T'en as des fois, ils ont fait des chandelles pendant qu'on garde notre adversaire. T'as des belly-to-belly suplex. T'as des choke suplex. D'ailleurs, on va en avoir un dans le match que je vais analyser. On va en avoir un de Moxley. Des double underhook suplex. Bref, il y en a beaucoup. Half and half, Dragon Screw, Northern Like. Il y en a, puis il y a les possibilités sûrement d'en inventer encore. Fait que si vous êtes des lutteurs ou des lutteuses, trouvez une nouvelle manière de faire un suplex. Soyez original, puis donnez votre nom à ce move-là. Parce qu'il y en existe beaucoup de variantes. Fait que c'était notre mot du jour, le mot suplex. On s'en suit la 2e chronique. Chronique des faits farfelus. Non, en fait, c'est un peu différent cette semaine. C'est une chronique historique. Oh, ça va être histoire. L'histoire. Qu'on oublie le farfelu. C'est pas farfelu, ça va être très sérieux. On va peut-être même pleurer à la fin. Non, c'est là, en fait, vu qu'on parle de Wrestle Kingdom, je vais vous parler un peu de l'histoire de Wrestle Kingdom. Ça vient de où, c'est pourquoi, c'est comment. Donc, depuis 1992, la New Japan Pro Wrestling organise un gros show au Tokyo Dome chaque 4 janvier. Le Tokyo Dome Show. C'est gros le Tokyo Dome, hein? Oui, c'est énorme, c'est très très gros comme stade. Fait que c'est devenu le premier événement annuel de la New Japan Pro Wrestling, donc un événement annuel qui revient
chaque année. Et c'est similaire au WrestleMania de la WWE, donc c'est leur gros show de l'année. C'est vraiment décrit comme ça. Il a été aussi décrit comme le plus grand spectacle de lutte professionnelle au monde en dehors des États-Unis. C'est un peu l'équivalent de leur Super Bowl au Japon. Il y a vraiment gros événements alentour de ça. De 1992 à 2006, l'événement a été promu sous différents noms. Donc, c'était pas Wrestle Kingdom. Si tu fais le calcul, on est rendu à 18 cette année. Ouais. Si ça commence en 92, il y a un petit décalage, ça fonctionne pas. C'est juste qu'il a été brandé de façon différente et c'est depuis 2007 où le nom Wrestle Kingdom a collé, a resté. Donc, c'est depuis 2007 qu'on commence à accumuler les chiffres. Donc, de 2007 à cette année, si on calcule bien, c'est à peu près 18, là, environ. À peu près. Il y a une pandémie à travers tout ça. Ouais, non, c'est ça. Mais de 2007 à 2019, Wrestle Kingdom a eu lieu tous les 4 janvier au Tokyo Dome. Le spectacle s'est étendu sur 2 nuits pour une première fois en 2020. Wrestle Kingdom 14 a été le premier à inclure des matchs le 5 janvier. Et c'est encore élargi pour une 3e nuit du 8 janvier en 2022. Donc, il y a 2 ans, on a eu 3 shows de Wrestle Kingdom. Je crois qu'il y avait eu là, du monde malade. Donc, il y a eu des matchs qui avaient été reportés. Wrestle Kingdom 6 a attiré la plus grande foule en une journée depuis que l'événement annuel a été baptisé Wrestle Kingdom. Donc, avec 43 000 personnes à la même place dans l'aréna. En comptant les événements organisés sur 2 nuits, Wrestle Kingdom 14 a eu globalement le plus de gens, donc un 40 000 la première nuit et un 30 000 la deuxième nuit, qui fait un total de 70 000 participants sur les 2 soirées. Donc Wrestle Kingdom 14 et la fois où il y a le plus de gens, mais divisé sur 2 jours. Fait que c'est ça, c'est vraiment leur WrestleMania à eux. Wrestle Kingdom, c'est le gros événement. C'est là où souvent il y a des ceintures qui vont changer. C'est là où il y a des matchs de l'année qui sont faits, qui sont exécutés. Est-ce que Wrestle Kingdom 18 est à l'image de ce que Wrestle Kingdom peut être habituellement? Pour moi, puis c'est là qu'on s'en va dans nos chroniques de matchs où on va décrire chacun un match, où on va décortiquer chacun un match. Ce qu'on va décortiquer chacun, puis toi, tu vas commencer avec Maxime, avec le match de Jon Moxley, David Finlay contre Will Ospreay, donc un triple menace. Et moi, je vais décrire ou je vais décortiquer le match de Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. C'est les 2 meilleurs matchs de la carte. C'est les 2 matchs qui valent la peine de parler. Habituellement, Wrestle Kingdom, du début à la fin de la carte, c'est tous des matchs qui valent la peine. Cette année, je crois que c'est un des pires Wrestle Kingdom que moi j'ai vu depuis que je les écoute. Ça n'a pas été super bon. Par contre, ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que la New Japan, présentement, est en période transitoire. Donc, on est en train de bâtir des nouvelles vedettes. Fait qu'il y en a qui sont moins là. Il y en a des gens qui sont pas encore des grosses vedettes, qui sont quand même sur la carte, qui ont fait des bons matchs, mais c'est plus ce que c'était il y a 4 ou 5 ans, où c'était top to bottom, du 4 étoiles et plus pour tous les matchs de lutte. On s'est soufflé un peu, j'ai l'impression, cette année à Wrestle Kingdom 18. Par contre, le match que tu vas décrire à l'instant, Moxley, Finlay et Ospreay, crise de bon match. Très, très, très bon match. Moi, j'adorais ça. Souvent, c'est le genre de... Si il y en a parmi vous qui connaissez Dave Meltzer, qui aime ça donner des notes à des matchs, les fameuses notes de Dave qui dit des matchs de plus que 5 étoiles, tout ça. Mais sauf qu'il y en a l'habitude, en a plusieurs. Matchs qui ont beaucoup d'étoiles. Dave aime bien ça, les Wrestle Kingdom, ce genre de match-là. Cependant, cette année, il est d'accord un peu avec nous parce que il n'a donné qu'un seul match à plus de 5 étoiles. Et ce n'est pas celui que moi je vais faire, c'est le tien qui a donné. Mais moi, j'ai trouvé que mon match était meilleur que ton match. Je suis d'accord. Parce que le pace, l'histoire aussi, j'ai préféré. Alors, on va tout de suite commencer avec, avant de rentrer, vu qu'on ne suit pas ça, les storylines de la New Japan. Ouais. C'était quoi l'histoire entourant le match entre David Finlay, qui d'ailleurs, David Finlay est le fils de Fit Finlay, que vous avez peut-être connu au début des années 2000 à la WWE. Son père travaillait encore comme producteur à l'intérieur de la WWE. Il y avait le personnage d'un
Irish, là, donc d'un Irlandais. Cliché irlandais. Très cliché, il y avait un petit bâton qui frappait. Éventuellement, on y a greffé un genre de manager comédie qui était Hornswoggle, si vous vous souvenez, donc une personne de petite taille qui l'accompagnait pour faire très Irish. Bon, on s'entend, c'est l'humour de Vince McMahon de l'époque. Ouais. Et c'est la lutte en général aussi qui a une grande tradition pour les personnes de petite taille, tout ça qui soit dans les cartes. Donc c'était le dernier, en fait, Hornswoggle, je crois, une des derniers de l'ère moderne là, à avoir joué un rôle important à l'intérieur de la fédération. Mm-hmm. Mais c'était son père avec qui il accompagnait. Donc là, on parle du fils de Finn, David Finlay, qui ressemble zéro à son père. Moi, je trouve qu'il n'est pas la même shape, pas rien. Il a beaucoup de talent, cependant. Je me souviens plus si je l'avais déjà vu avant, peut-être croisé dans des matchs, mais c'est la première fois que je le remarquais, moi, dans un match. Il a toujours été, depuis un petit bout, il était souvent en équipe à l'enceinte du Bullet Club. Ça fait longtemps qu'il est dans le Bullet Club. Donc, là, il est rendu le chef, de ce que j'ai compris. Oui, exactement. C'est lui qui est à la tête maintenant de la faction qui est le Bullet Club, qui est la plus grosse faction de New Japan depuis les derniers 10 ans. C'est une faction même qui est très historique, dans le sens où le Bullet Club survit à travers les différents leaders. Il y a tout le temps un peu une passation du pouvoir du Bullet Club. Exactement. À travers. Fait qu'on a eu un... je crois c'était... Est-ce que c'était Finn Balor? C'est Finn Balor qui était le premier Prince David dans le temps qui a créé ça. Parce que à la base, le Bullet Club, c'est juste des lutteurs foreigners. Donc, c'est des lutteurs qui ne sont pas japonais, qui arrivent de l'extérieur, qui se sont mis ensemble pour créer cette faction-là, pour être capable... De méchants, parce qu'on est au Japon. Il y a toujours une intervention. Dès qu'il y a un match du Bullet Club, il y a une intervention de quelqu'un d'autre qui va venir. C'est leur modus operandi. Ensuite, il y a eu AJ Styles. Ensuite, il y a eu... Kenny Omega-ish. Ensuite, les Young Bucks ont déjà fait... Ils n'ont pas été chefs, mais ils ont déjà fait partie. Ils ont été fait partie. Ensuite, Cody Rhodes et... voyons, je me souviens plus, le Good Brother, le plus petit dans les Good Brothers. Arn Anderson et... Carl Anderson et... Voyons. L'autre. Exact. Aussi a été à la tête du Bullet Club quelques instants. Là, c'est David Finlay qui est dans la tête. Fait que oui, voilà, c'est qui fait le tour de... Parfait. Vous allez voir, à plusieurs reprises, je vais demander l'aide de Pierre, parce que Pierre c'est plus ça que moi, la New Japan, donc il va m'aider. Et ses adversaires pour la triple menace, on a Jon Moxley, que vous connaissez, de la All Elite Wrestling, anciennement Dean Ambrose, qui a un peu le même genre de personnage, le même genre de lutte au Japon, qui est bien apprécié aussi, parce qu'on s'entend... le côté violent, le côté stiff, c'est bien apprécié au Japon. Son premier match lorsqu'il a quitté la WWE a été à New Japan. Ouais. Est-ce que tu te souviens Robinson. Avant son premier run à la WWE, est-ce qu'il avait aussi été à la New Japan? Il a fait quelques tours, il a été, je pense, 1 ou 2 fois à faire des tournées avec, pas New Japan, mais avec une petite fédération, je pense que c'est Wrestling Noah, ou en tout cas, mais il a fait quelques tournées au Japon, oui, avant d'être signé comme Dean Ambrose. Fait que, il connaît le style, il connaît bien parce qu'il y a un peu un style aussi japonais, John, dans ce qu'il fait, là. Et ensuite, on a Will Ospreay. Will Ospreay, que ça vous connaissez pas, moi, c'est mon lutteur préféré présentement. Qui a un peu qui a pris la relève à Kenny Omega, parce que Kenny Omega est venu en Amérique pour la première fois. Parce que Kenny avait fait un long run à la New Japan de plus de 10 ans, là, qui est resté là, qui est devenu top star étranger. Will a un peu repris ce flambeau-là. Et un peu dans le même style, une intensité, du gros bump, du high flying. Quelqu'un de très complet, moins un peu strong style, un peu plus... il est capable d'en faire, mais... Il est capable d'en faire, il est capable de tout faire, on s'entend. Mais il a plus un style de haute voltige, plutôt qu'un style de classique japonais. Plus cérébral que physique. Exact. Et fait particulier pour ce match-là, c'était le dernier Wrestle Kingdom... jusqu'à ce qu'il peut-être éventuellement reviendra, de Will Ospreay, puisqu'il a annoncé qu'il signait à la All Elite Wrestling, ce qui amenait un peu le côté Ultimate Babyface à Will dans ce match-là, parce que les gens du Japon aiment beaucoup Will Ospreay, et a été pendant de longues périodes méchant, a été un des méchants à l'intérieur de la New Japan avec son clan du Kingdom, United Kingdom, donc... là, pour le dernier run, on lui laisse prendre l'amour. On le laisse être un gentil, puisque les gens, de toute manière, vont l'applaudir. Donc, il y a vraiment le rôle du gentil.
John, son rôle classique, un peu tweener. Ouais. Et David Finlay, le méchant. Il méchant. Tellement méchant que c'est un peu un match d'unification de ceinture, là, ce match-là, parce qu'on va prendre les ceintures intermédiaires qui sont la US, ainsi que lorsque Will avait la ceinture, le transformer en UK. Et on va les enlever pour renommer cette ceinture-là la Global IWGP. Donc, c'est comme la première fois que cette nouvelle ceinture-là va être défendue, mais dans la confrontation amenant à ce match-là, David Finlay a décidé de détruire à grands coups de marteau, de gros maillets, les autres ceintures de Will et de John, ce qui a évidemment pas fait plaisir à John ni à Will, et je pense non plus pour le public, parce que les Japonais, lorsque c'est du manque de respect, c'est une bonne manière d'avoir du cheap heat, si on veut, au Japon. Manque de respect envers quelqu'un, crache-y au visage, par exemple. Ça va aussi en avoir aux États-Unis, mais là-bas, on t'haït beaucoup plus si tu fais ce genre de choses-là. Oh, oui. Fait que là, David Finlay est ultra détesté en rentrant dans ce match-là. Puis qu'est-ce que ça a fait, ça, en conférence, la veille? Qu'est-ce que Moxley et... Ah ben, parle-nous-en, Pierre. Ben, en fait, c'est très intéressant parce qu'ils ont souvent des conférences de presse la veille. Puis c'est très protocolaire aussi, là, comme un truc un peu de boxe, là, ce qu'on n'a pas nécessairement, nous... en Amérique du Nord pour la lutte, mais eux, au lieu de en avoir après pour la All Elite Wrestling, ils en font une après. Avant. Et les trois gars sont à la table, ils font poser des questions par les journalistes. C'est un peu shoot, là, c'est pas tout, c'est pas comme les conférences Triple H avec Tony Khan qui est très vrai, où le lutteur décide s'il fait un shoot ou s'il reste kayfabe ou pas. Ça, c'est très kayfabe. Donc, les deux lutteurs, donc Will Ospreay et Jon Moxley, discutent pendant la conférence et viennent à une entente où ils vont prendre le premier 5 minutes du match, ils vont faire une trêve et ils vont s'allier pour détruire David Finlay qui est le méchant. Donc ils ne vont pas s'attaquer un et l'autre, ils vont s'allier plutôt pendant le premier 5 minutes pour attaquer David Finlay. Donc, est-ce que ça sera respecté ou pas? On va le voir. Donc, on commence ça. Vous avez un peu le contexte du match, tout ça. Fait que là, on va rentrer dans le match en tant que tel. Et là, si vous voulez voir le match, là, je vous conseille vraiment de commencer par les entrées. Parce qu'on est à la New Japan, on est à Wrestle Kingdom, et c'est des très belles entrées. Celle de David est un peu... bon, c'est le méchant, fait qu'il faut pas que ça soit trop flashy. Il rentre avec Goto qui a un peu son bras droit. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est très normal, très classique. Là, elle est pas mémorable. Ensuite, de l'entrée de Jon Moxley. Et là, si vous connaissez Jon Moxley, qui a pas de flat-flat, qui a pas rien. Mais là, il est à New Japan. Fait qu'il n'y a pas le choix de rajouter des petits trucs. D'avoir l'air un peu d'un personnage de jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre encore un peu dans la foule. Il a un jacket avec écrit Mox dans le dos. Et il a surtout un gros masque rouge que vous voyez vraiment à l'écran. Hein, que des fois, on va faire... Hey, c'est weird, on pensait pas voir un Moxley dans un peu ce style-là, si on peut dire. Un peu cartoon. Un peu cartoon, exactement. Mais tu sais, il rentre... genre de biker de Mad Max, là, tu sais. Ben, en fait, ça représente le Red Hood, qui est un personnage de DC Comics. Exact. Parce qu'ils aiment beaucoup prendre les trucs de jeux vidéo à l'intérieur, au Japon en général, là, dans les gimmicks. Donc, bref, il arrive comme ça. Une grosse musique rock. Il n'y avait pas sa musique classique de la All Elite. Il y avait quand même une musique rock dans le même style. Et ensuite, on a l'incroyable entrée de Will Ospreay, pour vrai, à donner des frissons. Une entrée digne de Triple H. Une entrée digne de dernier match à Wrestle Kingdom. Puis tu nous en as donné beaucoup dans les années. Fait que du violon, des espèces de chants, de voix, de gens très épiques, là. Tu sais, genre, très mystique. Okay, moi, j'ai vraiment aimé ça. Un peu comme dans God of War, le dernier. En fait, quand vous finissez, là, l'espèce de... Il y a des chants, puis il y a comme une montée qui commence à avoir. Là. C'est très ça la musique. Et là, t'as... Ben, oui, go avant. Il y avait une entente aussi, il y avait un partenariat avec Assassin's Creed. Ouais, Assassin's Creed, exact. Il est rentré comme le personnage avec le chapeau de forme d'Assassin's Creed. Chapeau de forme, lame cachée. Une lame cachée. La lame dans le poignet, dans la main. Fait qu'il y a comme eu... Son entrée s'est faite comme en 2 volets, si tu veux. Le premier où il rentre comme Assassin's Creed. Ouais. Il rentre dans le plancher. Ouais. Puis là, comme il y a une nouvelle tune qui part un peu plus upbeat. Qui est sa vraie tune. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait que là, mais tu sais, juste la montée avant que t'entendes sa vraie tune, t'as comme des frissons, t'as des goosebumps. Puis là, quand sa vraie tune
part. Ouais, c'est comme... T'as pas le choix. Tu sais, même si tu suis rien, t'as pas le choix de faire lui, c'est le gentil. Lui, c'est pour lui, je prends. Dans ce match-là, même si je l'ai jamais vu, c'est lui mon gars. Et là, la foule est en délire. Et moi, je tiens à le dire, foule en délire, c'est quand même rare au Japon. Oui. Parce que comme on l'a expliqué, c'est très respectueux, c'est très sûr. Et là, en vrai, ils savent que c'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir. Puis t'as comme des gros chants de Ospreay, que je vois rarement des chants à New Japan. T'as des chants pour Ospreay. La foule est investie, crie au bon moment lorsque c'est les cues dans la chanson. C'est super bon. Puis pour vrai, juste l'entrée, là, ça vaut la peine d'être écouté. Ça te met dans le match, pour vrai. Ah oui, oui. Et le match commence. Et là, évidemment, on en a parlé à la conférence de presse avant, fait qu'on va respecter, au moins au début. Hein? Fait qu'on attaque les deux, un 2 contre 1. Un bon contre David Finlay. On va l'appeler Finlay pour le reste du match. On se relaie. Hein? On y va à coup de chop. Hein, toi fais des chops. Parfait, toi fais des chops. Ah, t'as ton tour. Toi fais des chops. Puis, on réussit à tenir cette entente-là, cette trêve-là, entre les deux. Donc, dès que Finlay reprend un petit peu de momentum à l'intérieur du match, se met à frapper un des deux, t'as tout de suite, par exemple, il se met à attaquer Moxley, là, t'as tout de suite Ospreay qui fait non, la trêve, elle existe. Fait qu'il va pas en profiter pour commencer à battre Moxley, non. Pogne Finlay, on y casse la gueule. On y casse la gueule en bonne et due forme, et ça, on le fait. On s'en va à l'extérieur du ring, on fait un peu, on se bat un petit peu là, ringside, dans les clôtures, tout ça, on se fait quelques moves. Ça dure, pour vrai, ça me fait rire que tu me dises 5 minutes, ça dure pour vrai 5 minutes. J'avais calculé un vrai 5 minutes dans le pacing du show où la trêve se fait. Et que dès que Finlay tente de s'enfuir, quelqu'un il court après, le ramène, on y pète la gueule, on y fait des souplexes. Mox, là, à la fin de ces 5 minutes-là, sort les petites tables. Parce que tu sais, là, aux États-Unis, là, on aime ça. On fait we want table, on sort les grosses tables. À la New Japan, c'est des petites tables. Ils sont larges de même. On large comme ça. Vous voyez une photo en ce moment. Des petites tables de la New Japan. On l'installe là. Et là, on y fait un double powerbomb. Merci, bonsoir, Finlay. On s'est occupé de toi. On peut maintenant se battre. Là, t'as les deux qui se regardent. On a-tu fini? Ouais, ok, parfait, on a fini. On retourne dans le ring. C'est drôle parce que ce bout-là, le 5 minutes n'est pas écoulé. Ils sont peut-être à 4 minutes 30. Puis ils sont comme... Bon, on va aller se battre. Fuck it. Ils commencent à se battre. Puis là, t'entends le call de l'annonceur qui de 5 minutes. 5 minutes est passé, mais ils ont comme devancé ça. Fait que c'est très très bon. C'est très bon. Fait que là, le match 1 contre 1, si on veut, maintenant que Finlay est enlevé du match, commence. Fait que on s'échange des coups d'avant-bras. Fait qu'un coup d'avant-bras, coup d'avant-bras de l'autre bord. Ensuite, on s'échange des back suplex. Un fait un back suplex, on sort l'autre fait un back suplex. Finalement, Ospreay prend finalement un suplex se prend un suplex de Moxley pour prendre l'avantage. Fait que Moxley prend l'avantage. Par la suite, on amène Ospreay dans le coin du ring. Et là, sur la troisième, genre, et là, sur le dos, Moxley, il pogne ses ongles. Il se met à tout graffiner ça dans le dos de Ospreay. Mais cependant, Ospreay réussit à se libérer. Mais comme la petite tête pognée dans le turnbuckle. Bouf, super kick dans la face de Moxley. Et là, le début de match entre les deux, c'est très... sans un Moxley... pas un Moxley, un Ospreay excité. Will Ospreay, c'est son dernier match et il veut sortir ses moves. Tu sens... Moi, c'est l'histoire que j'ai compris, là. Il veut genre faire plaisir à la foule. Hey, vous m'ont faire pour la dernière fois mon Stormbreaker. Pour ma dernière fois mon cutter, mon Ospreay cutter. Fait que tu sais, il essaie de tout le temps faire, sauf que Mox... À chaque fois que Ospreay essaie d'en faire un, Mox, il le contre. Ouais. Il compte. Fait que, il essaie de faire le cutter en springboard, mais c'est contré par un suplex. Et là, quand on a parlé tantôt des suplexes, il fait un suplex à travers le cou. Fait qu'au lieu de tenir... Ouais, ça, là. Au lieu de prendre les bras, tout ça, il pogne le cou, puis il pitch. Puis là, évidemment, pas tous les lutteurs sont capables de faire ça, mais Ospreay est capable de tout faire. Fait qu'il te faut des bons springs pour partir. Salut, c'est Pierre, je suis dans mon bureau en train de faire du montage, le montage de l'épisode que vous allez voir, que vous êtes en train de regarder. C'est bizarre, je suis comme dans le passé, mais dans le futur en même temps. Anyway, juste pour dire qu'on a manqué une belle opportunité, moi et Maxime, de faire une joke que je vais faire. C'est un jeu de mots, et les jeux de mots, c'est ma passion. On dit qu'il fallait du spring pour être capable de faire le move qu'on vient de parler. On a manqué l'opportunité de dire qu'il fallait du Ospreay. Je sais pas si ça valait la peine de faire ça. Trop tard.
parce que tu peux pas te faire vraiment tirer par le cou. Fait que il fait ça, un suplex par le cou, super impressionnant. Par la suite, les cordes à linge de Mox pour un peu... ça, c'était une très belle... un très beau counter, en fait. Là. On essaie de faire un standing... attends, Moxley fait une corde à linge, mais au lieu de recevoir la corde à linge Ospreay, il fait un standing Spanish Fly. Fait que tu sais, quand on prend les deux, on fait genre une espèce de backflip les deux ensemble. Mais ça, c'est fluide à travers une corde à linge. Ouais. Fait que je sais pas si je l'explique bien. Puis même les images j'explique pas bien. Non, c'est ça. Mais je vais faire une petite parenthèse parce que là, tant qu'à. Là, je geek out, là. Je l'assume à 100%. Là. Tu dis corde à linge, mais c'est pas une corde à linge, c'est une lariat. Il y a une différence. Excuse-moi. La corde à linge, c'est. Tu fais juste sortir ton bras et t'as pas de mouvement par l'avant. Tandis qu'un lariat, c'est vraiment mais comment tu dirais ça en français? Une corde à linge en mouvement, c'est ça? Ben c'est ça, il y a comme pas de bonne traduction pour un lariat. Fait que je comprends exactement où c'est. C'est juste que là, on parle du Japan, je suis en train de geek out, fait que je me suis dit, tant qu'à en beurre épais, mais en beurre épais, tabarnak. Oui, puis c'est important dans les mouvements, les noms de mouvements au Japon sont beaucoup plus importants. Quand vous écoutez les commentateurs, ils nomment les vrais mouvements, si on veut. Mais là, attends, c'est pas fini, là. Ce standing Spanish Fly est retransformé en counter par Mox en armbar. Fait que pendant qu'il est dans les airs, il lande en armbar. Cette séquence-là, il y a 3 mouvements back-à-back, ça dure comme 2-3 secondes. C'est magnifique. C'est une transition super fluide. Il y a eu un gros applaudissement à la fin de cette séquence-là, comme on disait au début, le New Japan, la façon d'apprécier ou la façon de démontrer qu'ils aiment le match, ça a été d'applaudir. À ce moment-là, il y a eu une grosse applaudissement. Là. C'est super beau comme transition. Fait que là, on a Moxley qui est le armbar, Ospreay en armbar. Mm-hmm. Et là, ça dure peut-être 30 secondes et Ospreay finit par se relever un peu à la... Qui faisait ça? John Cena faisait ça. Là. On se relève on reste dans le armbar, mais on se relève ses pieds, on lève Moxley, puis bouf! On le pitch à terre. On le lance en fait... Non, on le lance pas dans le il le lance dans le coin du ring. Et là, il y a un no-sell de Moxley. Parce que c'est un petit peu plus de no-sell des fois au Japon. Ouais. C'est très protégé le no-sell en Amérique du Nord, un petit peu moins au Japon. Fait qu'un no-sell de Moxley qui... Il s'en fout que c'est fait pitcher sur le turnbuckle. Il revient avec une lariat, une corde à linge en mouvement. Je veux dire corde à linge en mouvement. C'est bon, j'aime ça. Ensuite, on va sur le bord du ring, là, sur le côté du ring, et on essaie de faire un backdrop de Mox à Ospreay. Et c'est à ce moment-là que Finlay revient. Fait que tout après le backdrop, Finlay revient. Et là, t'as un gros hit fort. Puis c'est pour ça que je le mentionne, parce que dans un match en Amérique, on s'en fout. La heat est tout le temps là, mais c'est rare au Japon. Quand t'écoutes toute la carte, il n'y en a pas eu du heat comme ça pour aucun autre lutteur. Fait que tu sens vraiment qu'il est détesté, David Finlay, le petit Chris qui a pété des belts. Il prend Ospreay, il essaie de faire un move sur le bord, ça fonctionne pas. C'est contré par un super kick. Encore, on est toujours sur le bord du ring, là, sur le côté. Un super beau super kick de Ospreay. Mais pendant ce temps-là, Finlay se faisait donner son petit bâton par son helper. Son accompagnateur. Fait que, tu sais, si vous vous souvenez de l'arme de The Fit Finlay, c'est le même genre. Fait que c'est le petit bâton, genre, je sais plus irlandais. Du nom, là, ils l'ont nommé, là, mais ça a un nom, là, de ce fait qu'il prend le bâton de papa. Et là, Ospreay, il va sa troisième pour sauter, pour, I guess, faire un cutter, genre. Mais lorsqu'il atterrit, il atterrit avec l'aide du bâton. Et là, j'ai trouvé ça drôle parce que le bâton... Il sert pas à grand chose dans le mouvement qui s'en vient, mais vu qu'il y a un bâton, ça lui a donné comme des points de mana ou de force supplémentaires, un peu comme dans un jeu vidéo RPG où tu as un petit bâton puis ça te fait un plus 10 de force. Ouais. Fait que là, à cause du bâton, il réussit à attraper dans le cutter et il fait une espèce de... Il fait un slam, là, un neck breaker en fait avec le bâton sur le bord du ring. Ospreay vend ça comme Ospreay capable de vendre tout. Pendant ce temps-là, sur le ring, tout ça se passait sur le côté du ring. Donc, sur le ring, t'as Mox qui revient tout plein de sang. Fait que s'il y avait la question à quelle minute Mox avait du sang, elle, il en aurait eu du sang. Ça aurait été entre à peu près entre 8 et 12 minutes. Là. Fait que, je sais pas, j'ai pas fait le calcul vu qu'il n'y avait pas cette question-là. Mais vraiment, un tout plein de sang que... Tu te souviens même plus c'est quoi le move qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Mais c'est clair, mais c'est ouvert et il est dégueulasse, plein de sang. Fait que il revient, il essaie de faire un cutter, mais Finlay reprend l'avantage rapidement. Et là, un Finlay méchant, il va mordre dans le sang, il y en a un peu dans la bouche, il crache ça, c'est dégueulasse. Arrêtez de faire ça, les gars.
commence à travailler sur la plaie de Moxley. Tu sais, pogne le frotte. Et là, ça rouvre, ça saigne, c'est dégueulasse. Coup violent aussi, là, dans les cordes en même temps, là, pour essayer Là, pour justifier, si on veut, le sang. Là. Il aurait fallu qu'il ne soit pas déjà plein de sang. Si, mettons, il avait commencé à saigner en faisant des coups comme ça. Mais c'est peut-être ça le spot qui était placé. C'était peut-être qu'il fallait qu'il peut-être manqué la vaseline pour comme. Ouais, c'est ça. Pour que là, quand il fait ça, il enlève la vaseline. Mais d'après moi, c'était peut-être ça, parce qu'il est vraiment rentré avec beaucoup trop de sang sans rien, le Mox. Mais bref, on travaille sur la plaie. Par la suite, suplex, Mox réussit à prendre l'avantage. Il fait une espèce de suplex lancé dans les airs. Fait qu'il fait juste, il pitch dans les airs, et là, Finlay retombe sur le dos. Fait que super bien fait, encore une fois. À ce moment-là, Ospreay revient sur le ring, fait un backflip sur le chest à Moxley, suivi d'un Ninzugiri, encore sur Moxley. Là, tout ça, c'est très rapide. Là, tout ça, je me mets juste un bullet point. Là. Tout ça, ça s'enchaîne. Okay? Fait, il arrive, revient, backflip sur le chest de Moxley, Ninzugiri sur Moxley, va d'un camp pour aller faire une espèce d'Ospreay cutter. Mais à la place, fait un double Pele, puis il frappe Finlay, puis Moxley en même temps. C'est magnifique. Tout ça, c'est magnifique. Ensuite, il va dans le coin. Ospreay, il saute sur le dos de Moxley pour donner un coup de coude à Finlay. Comme, Mox, il est comme penché sur le dos. Fait que là, Ospreay, il est à 3, saute sur le dos de Moxley, crisse un coup de coude plus loin à Finlay. Encore une fois, une super belle transition. Tout ça, c'est super bien fait. À la Ospreay, si vous avez vu. Smooth. Très smooth, très beau. Très aussi... pas rien de dangereux aussi, là, même si c'est très, très impressionnant ce qu'il fait. Oui. Par la suite, Moxley se pitch à l'extérieur en saut entre les cordes, là, avec un peu un suicide dive entre les deux cordes sur Finlay qui est à l'extérieur. Ospreay est comme non, moi je ne me laisserai pas impressionner, mais on va aller les rejoindre à tout ce fun-là. Fait qu'il monte sa troisième vers l'extérieur, un moonsault sur les deux. Puis là, lors de l'atterrissage, t'as comme un Ospreay face là. Tu sais, genre, c'est rare dans les dernières années, il était très ill, mais là, t'as un Ospreay face content d'être là, qui regarde la caméra, qui regarde la foule. Yes, sir, je suis là. Très ultimate baby face, là. Ça faisait drôle de le voir comme ça, qui est pas comme en intensité ou en genre un peu fâché. Là, il est juste super content, fait que c'est juste. C'est quelque chose que j'ai pas vu souvent. C'est le fun à voir qui pouvait se permettre d'être comme ça. On ramène les gens dans le ring, il fait un springboard cutter, mais il est contré par Moxley avec un espèce de coup d'avant-bras. Là, la foule, évidemment, là, il attaque Moxley. Fait que là, il veut du hit. Là, Moxley fait comment à faire des fuck you. Là. Manque de respect. Fuck you, Ospreay. Fuck you, la foule. Je vous haïs. Bon, c'est Moxley. Il est tweener. Fait un paradigm shift, qu'on appelle un autre mot, là, mais juste pour qu'on sait c'est quoi le finisher de Death Rider. Death Rider, exact. Sur la tête d'Ospreay. C'est super bien fait encore. Là. Il y a des cells super beaux là, de Ospreay pour que ce soit bien vendu. Ensuite, le prend Bulldog Hook pendant à peu près 30 secondes. Ospreay, cependant, réussit à s'en sortir. Essaie de faire un roll-up sur Mox. Mais au même moment, Finlay revient. Fait que veut aller frapper Mox. Mox le frappe dans le genre. Fait que là, t'as comme en dessous de lui, t'as Ospreay qui essaie d'y faire un roll-up. Et en haut, il donne un coup de poing. Il pogne. Il met en pile driver. Puis il drop le pile driver sur Ospreay. J'avais jamais vu ça. J'avais déjà vu ça. C'était super beau comme enchaînement. Puis de la manière que c'est fait aussi, c'est réaliste parce que c'était vraiment Ospreay qui essaie de l'amener en roll-up, mais qui n'est pas capable. Puis pendant ce temps-là, il travaille le pile driver. C'est super bien fait. Encore une fois, tu sais, quand je vous dis des transitions qu'on voit pas souvent, puis pourquoi ce genre de match-là t'aime, c'est que c'est super original. Puis on réussit à faire des moves dans un ordre qu'on fait pas nécessairement. Puis là, c'est dans un truc à 3 aussi. Fait que c'est. Des three-way comme ça, souvent, ça peut être un clusterfuck, puis on se perd. Mais celle-là, c'était clair, c'était précis, c'était facile à suivre. Ouais. Puis tu te sens pas non plus. Tu sais, il le fait, c'est impressionnant tout ça, mais tu sens pas que personne n'a été mis en danger. En non, 0-0. Le pile driver, c'est quand même un mouvement qui est banni même à WWE. Ben, on en parlait lundi, l'épisode juste avant, en début de semaine. Le commentaire d'Isabelle qui disait que son botch à elle, c'est quand Owen a cassé le cou avec un pile driver à Stone Cold. Puis, ben, c'est à partir de là un peu
où les power drive ont été bannis de la WWE à cause du danger. Ouais. On en voit beaucoup à la All Elite. Ça reste que c'est extrêmement dangereux comme move. Exact. Faut c'est protéger. safe. En fait, tous les moves de lutte sont safe, sont bien faits. C'est juste que vu qu'il y a un historique de blessures plus grave avec ce move-là. Un super kick aussi peut casser des nuques. Exactement. Mais bref, tout ça est magnifique. Tu sais, j'en parle, j'essaie de vous l'expliquer, puis vous allez voir des images, mais je veux vraiment que vous ayez voir ce match-là, parce que c'est écœurant. Là. Vous voyez l'intensité, la passion que j'ai quand je vous le raconte. Là, une fois que cet enchaînement-là est fait, tout le monde est mort, évidemment. Fait que là, Mox, c'est lui qui a fait le power driver, fait que lui, il est en forme. Il s'en va sur le bord du ring. Let's go, on pogne des chaises. On pogne des chaises, m'en fous, il n'y a pas de disqualification à 3. Pitch se met à pitcher des chaises dans le ring. Pitch des chaises. Pas une des chaises, il y a la pitch en frappant comme... Pendant qu'elle est dans les airs, elle frappe Ospreay. C'était vendu, là, c'était voulu. Ça, il s'est placé pour, là, c'est super beau. Mais c'était voulu, mais c'était bien fait quand même. Ouais. Dans le sens où tu sentais pas que c'était On l'a vu se placer, mais comme il a quand même bien... Fait que là, lorsqu'il remonte, pas une des chaises, la pitch de manière stiff, direct dans la face de Finlay. Ça a l'air de faire mal. Il se met à installer les chaises, il les met comme du côté où ça va faire mal. T'atterris. Non, mais ça, il les met du bon côté. Ouais, c'est ça. Bon côté. Ça fait mal. Il est comme, non, ça fera pas assez mal. Il tourne dos à dos les chaises pour que t'atterrisses sur le pic du dossier. Fait que là, ça va. Ça cherche un adversaire à qui faire ça. Il veut lancer Finlay, mais Finlay le compte. Et c'est lui qui le pitch parce qu'évidemment, Mox, quand il installe ce genre de choses-là, que ce soit des tacs, que ce soit n'importe quoi, c'est souvent Mox qui finit. Il prend le risque sur lui, évidemment. Fait que ça a l'air de faire mal. En plus, il a l'air d'avoir tombé en mauvaise place. Là, il y a Finlay qui prend Ospreay, qui traîne là, sur le bord, parce qu'il se faisait battre juste avant. Fait un slam de Ospreay sur Moxley. Fait que là, on fait un peu le rappel du move d'avant, le pile driver, un sur l'autre. Fait que là, on est vraiment là, les armes sont là, puis les adversaires sont rendus nos armes. On se pogne un, on le pitch sur l'autre. Si quelqu'un il avait une prothèse, on serait battu à coup de prothèse. Là. Ouais. C'est rendu là. Finlay puis Ospreay se met à se chamailler. Les suplex. Il y a un suplex qui est tenté d'Ospreay, mais il en fait, le Finlay fait un suplex sur Moxley, sur Ospreay. Ospreay transforme ça en Slam Dog millionnaire. Avec une espèce de voyons, j'ai un blanc sur le mot, là, mais... Voyons. Un Slam Dog millionnaire, bref. Voilà. Ensuite, un stunner. Stunner. Un Slam Dog millionnaire, c'est un stunner, mais dans les airs. Tu t'es pitché. Enchaîne, mais il se fait prendre dans un backbreaker par Finlay, que je pense, je sais pas si ça, tu sais-tu, c'est-tu le finisher, le backbreaker? Le Irish Curse, genre? C'est le finisher de Finlay, ou c'est juste un move? Je pense que c'est un move de transition, okay. Je pense pas que c'est son finish. Parce que la manière que c'était construit, c'est peut-être le finisher, parce qu'il y a eu, par la suite, l'enchaînement se construit. Fait que Mox revient, il reçoit un coup de genou. Revient sur un coup de genou. Ospreay ensuite tente un powerbomb à Mox qui compte avec un DDT. Ospreay, encore une fois, fait un no-sell du DDT. Fait que là, on ramène le no-sell de tantôt de Mox quand il s'est fait pitcher dans le turnbuckle. Maintenant, c'est au tour d'Ospreay de faire un no-sell sur le DDT parce qu'il se transforme ça en Hidden Blade, qui est l'espèce de finisher de Ospreay du coup de coude. C'est pour ça que je me demandais si c'était le backbreaker, parce qu'on faisait genre une suite de 3 finishers là, pour par la suite tenter d'aller sa victoire, sauf que là, Hidden Blade il a été fait par Ospreay, Mox il est mort à terre, fait que qui en profite? Finlay. Fait que c'est Finlay qui essaie de tenter d'aller voler la victoire. 1, 2, non. Pas tout de suite. Un kick-out de Mox. Finlay par la suite fait son backbreaker sur Mox qui cette fois-ci réussit. Ospreay refait un Hidden Blade, fait que le coup de coude à Finlay, qui s'évanouit, mais il s'évanouit sur Mox pour le compte. Là, les gars, ça finit 1, 2, non! Pas de même encore! Fait que tout cet enchaînement-là est super bien fait. Puis c'est ce qui me laissait dire, puis moi qui écoute pas la New Japan, que peut-être le backbreaker était le finisher de Finlay. Mox ensuite et Ospreay reviennent avec des espèces de coups d'avant-bras, fait qu'ils se mettent à se battre un contre l'autre, les deux. Quand tout le monde reste à terre, les gens sont contents. Ensuite, on relève, coup d'avant-bras. Et Finlay essaie d'aller s'en mêler. Comme les deux s'attaquaient un contre un, Finlay est comme, moi aussi, je vais venir. Il en attaque un, il en attaque l'autre, il attaque un, il attaque l'autre. Puis finalement, il se rend compte que c'était peut-être pas une bonne idée. On aurait peut-être dû les laisser s'attaquer entre eux, parce que les deux, ils se regardent, fait, on refait-tu une trêve? On refait-tu un tag team?
On refait un tag team. Si les deux se mettent à péter à gueule à Finlay, un échange de coups, l'alliance est recréée. Là, let's go, on le finit. Hidden Blade, fait qu'encore un autre coup de coude. Le finisher d'Ospreay, on voulait que les gens le voient. Hein, fait 4 fois qu'on le fait déjà. Ensuite, lorsqu'on veut absolument comme sortir complètement Finlay, fait on enchaîne les finishers Hidden Blade et l'intervention du Bullet Club. Les War Dogs arrivent, sont comme non, vous toucherez pas mon chef, se met à attaquer Moxley, se met à attaquer Ospreay, évidemment, du gros hit de la foule. Les gens sont pas contents. On est en train d'étrangler même Moxley avec un gilet. On installe non pas une, mais 2 petites tables. Et ça, 2 petites tables japonaises équivaut à une grande table américaine. J'ai fait le calcul, là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le ratio. Fait que ça a la grandeur d'une grande table américaine. Mais c'est 2 petites, fait qu'ils font plus mal quand même. Parce que là, on est en Japon, puis les tables japonaises, quand ils fonctionnent sur le territoire du Japon, ils font plus mal. Ils font plus mal, oui. Fait que on essaie d'aller mettre les gars. T'sais, on veut les passer à travers les tables pour faire gagner notre chef. Oui. Cependant, Cutter de Ospreay en springboard, de la 3e au War Dog pour essayer de les sortir de l'équation. Fait que là, Mox puis Ospreay reprennent leur espèce d'alliance temporaire parce que là, qu'on se débarrasse des sbires de Finlay. Fait qu'on installe les 2 petits, un chacun sur sa petite table. Les 2 sont chacun sur une petite table. Et là, ça s'enchaîne très vite. Ospreay monte sa 3e. On regarde vers l'extérieur, les 2 petites tables installées. Et il n'y a pas grand place, là, on s'entend là, pour lander. Et Ospreay fait un magnifique Swanton sur les 2 en même temps à l'extérieur. Et il atterrit tellement bien qu'il y a une des tables qui casse, mais qui casse pas en 2, qui casse à travers. Fait que le cul du fait défoncer du gars, il est comme juste assis comme dans une triple, dans une tube, là. Le cul qui dépasse. Il y a une photo en ce moment, là. Rire, là, ça stick, c'est bon, là. Et là, il sell comme ça, peut pas s'en aller, évidemment. Fait que là, on ramène sur le ring. On revient en fait, parce que là, Ospreay faisait ça à l'extérieur du ring. Pendant ça, là, Mox en profite. Bang! On retourne sur le ring, mais il se fait faire un low blow. Il se fait faire un low blow par Finlay qui a repris ses esprits avec l'aide de ses amis. On va-tu avoir un pin? 1, 2. Non! C'est pas encore, pas assez. Fait que là, il est comme c'est bon. Là, faut que je prenne mon petit bâton, mon plus 10 de force. Fait que Finlay pogne son petit bâton. Il veut frapper Mox avec. Mais Mox, il l'évite. Il fait un paradigm shift. Pas une fois. Il en fait 2. Un qui le tombe de même, puis l'autre qui le repitch par en arrière. Sur Finlay. Finlay, évidemment, on dirait que c'est terminé. 2 finishers dessus. Il était déjà magané avant. Ospreay, cependant, il revient tout de suite. Bang! Un Hidden Blade sur Mox. Est-ce qu'il va être capable de voler ce match-là? Fait le tomber sur Mox. 1. Tout de suite, non! Rien qu'un! Mox, il kick out. Un autre no-sell. Fait que là, quand c'est pas le même, ça va se passer. Ospreay se relève. Un 2e Hidden Blade dans la face de Mox. Il va-tu mourir un moment donné? Je vais y faire mon Stormbreaker. Le met en Stormbreaker. Super bien fait. Un des très beaux Stormbreakers de Ospreay. On voit son ultime finisher, là, Stormbreaker, sur Moxley. Est-ce que ça va être assez? Il veut aller faire le pin, mais non, Finlay en profite. Il prend Ospreay, il fait un neckbreaker. L'espèce d'Oblivion. 1, il essaie de piner Mox, il est mort. 1, 2, non, pas encore. Mox, il a encore survécu. Il a fait 6 finishers qu'il y a dans le corps. Il va pas mourir. Non, c'est ça. Fait que là, pas vrai. On va prendre. On se met à attaquer Ospreay. On veut faire le pin sur lui. On prend les 2 bras d'Ospreay pour pas qu'il soit capable de se protéger. Paf, on y pète la face. On l'étend dans le tapis. Hein, pour pas qu'on. On veut pas qu'il revienne. Hein. On le ramène à la suite debout. On y fait un souplex en chandelle. On le laisse pendant un bout. Et c'est comme un souplex qui se transforme en GTS. Vous connaissez le move de CM Punk. Tombe à terre Ospreay. Tombé 1, 2, 3. And first IWGP Global, David Finlay, qui gagne, qui a bien fait de détruire les autres ceintures parce qu'il fait une nouvelle ceinture super belle. Un match qui a duré à peu près 23 minutes. Ouais. Mais un très bon 22 minutes. Allez voir ça, assurément. Il faut vraiment que vous ayez le voir. Ça risque à date d'être dans mes matchs de l'année l'an prochain qu'on va faire le review. Ça m'étonnerait que ça ne le soit pas. On va voir si d'autres choses vont battre ça, mais j'ai vraiment aimé l'intensité du match. Et évidemment, après le match, on a une petite continuité du storytelling parce que il prend la nouvelle ceinture, se met un peu à braguer vers tout le monde, vers les commentateurs, tout ça, un peu ringside. Et qui a pas ringside?
Ben en fait, je vais faire, si tu veux, je peux faire un peu de chemin juste pour expliquer un peu ce qui se passe là, puis tu pourras compléter. Moi, c'est dans mes... Parce qu'on va quand même, après l'analyse des matchs, on va quand même dire ce qu'on a aimé, certaines promos qui ont été faits ou certains éléments que moi j'ai aimé pendant le Wrestle Kingdom. Et il y en a un qui est l'arrivée de Nick Nemeth, donc l'ancien Dolph Ziggler, que lui, Nick et son frère sont arrivés. Ryan Nemeth, son frère, sont arrivés pendant ou avant le match d'équipe, qui était juste avant. Fait que, je pense 2 matchs avant. Ou deux matchs avant. Ouais. Fait qu'ils arrivent là, les deux frères Nemeth, puis fait comme, ok, mais ils viennent en équipe, un peu voir, scouter ou checker le match d'équipe. Fait qu'ils vont peut-être les deux se produire en équipe. Finalement, on s'entend, c'est une grosse surprise parce que c'est comme une arrivée de quelqu'un. C'est la première fois qu'on voit Dolph Ziggler. C'est un gros nom quand même, Dolph Ziggler à l'international. Oui, complètement. Puis il s'installe là, comme ok, ben le match passe. Ok, mais t'es oublié un peu. Comme, ok, ils ont pas intervenu dans le match d'équipe. Il y a personne qui les a comme acknowledge non plus. Puis là, t'es oublié. Puis à la fin du match, il arrive ce qui arrive et que tu veux continuer à ce moment-là. Exact. Fait que là, pendant qu'il brague, David Finlay, il s'en va pas loin d'un Nick Nemeth, anciennement Dolph Ziggler, qui est installé là depuis 3-4 matchs, depuis une couple de matchs. Puis là, il fait regarder le show, il passe du bon temps. Là, c'est Dolph Ziggler. Il a le droit d'aller voir de la lutte puis d'être à côté des commentateurs, là, s'il veut. Oui. Là, David Finlay commence à un peu le baver. Puis là, t'as juste un Nemeth qui est comme « You think you deserve to talk to me? » Il dit ça à Finlay. Et là, David Finlay, il le prend pas. Il commence à se battre. Et là, ça se boring side, les deux. Fait que là, t'es comme, oh, ça va-tu installer un éventuel match pour la ceinture Global, la nouvelle ceinture Global entre Nick Nemeth ainsi que David Finlay? À voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le côté, on s'entend, Dolph Ziggler. Il fait toute sa carrière à la WWE. Ouais. Moi, j'étais très, en tout cas, un peu comme Jericho aussi à l'époque, quand il est sorti à la WWE, j'étais comme, il ira jamais dans une autre compagnie. Qui n'est pas la WWE, mais la New Japan, un autre territoire, tout ça. Fait qu'est-ce que c'est un petit scouting ou un petit test? Parce qu'on s'entend, Finlay, il travaille encore à la WWE. Fait que c'est comme une manière de tester les os puis voir, il est-tu tellement tant bon que ça, ton fils? Ouais. Ben, pour la petite histoire, Dolph Ziggler, en entrevue, il a dit que c'est lui-même qui a demandé son release. Donc, c'est pas... Lui, il trouvait qu'il travaillait pas assez pour le montant d'argent qui était donné. Lui, il était tanné de rester chez lui et être payé des gros sous. Ce qui est très noble, I guess, de sa part. Fait il y a eu son release. Et hier, donc nous, on enregistre le dimanche. Je pense que vous êtes au courant. Hier, c'était le premier pay-per-view de la TNA depuis que la TNA est revenue. Et qui est arrivé à la fin. C'est Nick Nemeth qui est arrivé, qui peut-être signé avec TNA, peut-être signé avec New Japan, il y a juste des ententes de match. On ne sait pas, mais je pense que c'est un Dolph Ziggler, c'est un Nick Nemeth très très en forme, qui veut travailler puis qui veut vivre autre chose. Fait que tant mieux pour lui, parce que c'est un excellent personnage, un excellent lutteur aussi. Là, et à voir s'il fera la stratégie que plusieurs ont fait, qui était se reconstruire à l'extérieur. Et revenir. Le Japan, la TNA, et revenir fort. On s'entend, il y a eu un excellent règne autour d'un cash-in de Money in the Bank, mais tout de même seulement un règne. Il a été souvent mis un mid-card de luxe qui servait à propulser les autres au-dessus. Est-ce qu'il reviendra peut-être un jour? Moi, je me souviens du Iron Man match qu'il a fait avec Seth Rollins en 2018, je crois, ou 2019. C'était un 45 minutes de très très bonne lutte. Il est capable de faire ce genre de match. Il est très bon. Exact. Il est très bon. Il a juste jamais été mis dans une position d'être légitimé dans un rôle de champion. Mais même son règne de champion, il était avec Biggie et Jay Lee, qui servait un peu pour de distraction et tout ça pour lui permettre de gagner. Mais, somme toute, un excellent lutteur. Fait que j'ai hâte de voir l'année 2024, ce qui est à réserve à Nick Nemeth. Mais c'était la fin, moi, de mon match que j'ai préféré. C'était mon match préféré de la carte de Wrestle Kingdom que je vous conseille. Du tout début, des entrées, jusqu'au post-match. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des surprises, il y a des choses le fun. Fait que ça vous tente de découvrir. Et si vous voulez continuer à regarder... après, c'est le match Danielson contre Okada. Fait que ça se suit super, super bien. Tu vois Nick Nemeth qui se pogne contre David Finlay.
il y a un petit moment, un petit 30 secondes, et c'est la chanson de Okada qui est lancée, le son de la scène qui tombe, parce que c'est le Rainmaker. C'est une entrée incroyable de la part d'Okada avec son manteau de fourrure qui change de couleur, et genre de lumière qui passe en avant de lui, puis son ultraviolet. Ultraviolet. Le blanc de son manteau de fourrure devient coloré. Une belle entrée. Il pleut de l'argent. Pas des scènes, là, il pleut des billets. Là, ça ferait mal, ici. Ensuite, c'est l'entrée de Danielson. Une entrée très classique, mais Danielson est tellement plus grand que nature que c'est bon, c'est tout bon. Danielson, pour la petite histoire, avant que le match commence, Danielson lui s'est cassé le bras contre Okada à Forbidden Door plus tôt l'année passée. Fait que son but à lui, là, Danielson, il veut déconclisser le bras d'Okada. Il veut y arracher le bras, il veut le casser en 1000 morceaux. Pendant l'entrée de Danielson, il y a des yes chants. Beaucoup, quand même, ça résonne quand même assez fort, ce qui est très, très pas ordinaire pour une crowd de New Japan. Fait que j'ai trouvé ça très spécial d'entendre des gros yes, yes, yes pendant l'entrée. Fait que dans Danielson qui vend encore sa blessure. Oui, il y a encore l'eye patch aussi. Ça va tourner autour là, du bras et de la tête ou de l'œil de Danielson. Donc, la chimie qui est donnée entre les deux, donc Danielson va lutter en heel et Okada va lutter en Ultimate Babyface. Il a été Ultimate Babyface toute sa carrière à New Japan. Il fonctionne très bien dans... C'est le John Cena de la New Japan. Exactement, mais en calissement meilleur lutteur. Début de match très technique où c'est un test de force entre les deux. Déjà, Danielson vise le bras droit d'Okada tout de suite en partant. C'est ça qu'il veut, c'est le défaire. Puis Okada lui vise la tête et l'œil, le côté de la face de Danielson. Il veut l'assommer, il veut le défaire, il veut capitaliser sur sa blessure. À un moment donné où Danielson recule dans les cordes, tombe assis, Okada se recule et vient de faire un dropkick dans la face de Danielson. Là, c'est là où on se rend compte que okay, ça va être intense, ça va être violent. Oui, technique, oui, il y a eu beaucoup de prises, mais très, très violent, très, très strong comme style de lutte. Les deux vont aller brawler un peu à l'extérieur du ring, dans la grande allée, un peu plus loin en arrière de la table des commentateurs. Danielson va reprendre un peu le dessus avec un running knee et va aller coincer le bras d'Okada dans les barricades. Et il y a tout le temps une belle petite porte dans le coin. Donc, va aller coincer le bras d'Okada. Il va aller fermer la porte de métal sur le bras comme un petit c'est genre des petits enclos de... Moi, j'avais ça, là, tu sais, quand tu vas genre nourrir des nourrir des chèvres, là. Des petits enclos de chèvres. Là, ferme l'enclos de chèvre sur le bras d'Okada. Ça fait... C'est le son que ça fait. Okada, il vend super bien. Il vend son bras. Et à noter que le finisher de Okada, c'est un lariat. Il a besoin. Fait qu'il fait comme spinner un peu comme dans une danse son adversaire qu'il tient par le bras et le rapporte pour lui faire un lariat. Mais c'est son bras droit que Danielson vise depuis le début. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'être capable de se rendre au bout de son finisher. Ils reviennent dans le ring, il y a un Norton-like suplex qui est donné, mais avec le bras tenu en arrière d'Okada. Fait que le suplex est donné et Okada atterrit sur le dos, mais avec son bras en arrière. Fait que c'est vraiment super innovateur, super bien pensé comme move. Danielson continue à cibler le bras et même à un moment donné dit à voix haute devant une foule qui parle pas anglais, I'm gonna rip his fucking arm off. Il est unleash. Danielson qui se bat en heel, là, il est intense, il est violent, il fait fucking peur. Des coups de pied sur le bras. Des coups de pied sur le bras, coups de pied sur le bras, coups de pied sur le bras. Il va même aller mettre le bras d'Okada au travers d'une corde, puis il va aller faire des dropkicks directement dans l'épaule, puis dans le bras pour vraiment le péter. Okada réussit à reprendre un peu sur le dessus, il va aller viser l'œil de Danielson. Des coups de coude, des coups de pied dans la face, tabarnak, des coups de pied dans... C'est vraiment, vraiment violent. Ensuite, je pense que c'est à ce moment-là qu'Okada va aller enlever le eye patch de Danielson. Et t'as senti la foule aussi
réagir fortement à l'enlèvement de Eye Patch. Qu'on a fait un peu ce spot-là durant une pause publicitaire de Collision, si je ne m'abuse, à la All Elite Wrestling. Okay. Donc, on n'avait pas donné l'importance que ça devrait avoir, d'avoir un Eye Patch comme ça, d'avoir enlevé ça. Puis là, la foule japonaise est sur le mat, fait « Oh! Ils n'ont pas le droit! » Puis, bref. J'ai l'impression aussi que la foule japonaise va comprendre un peu plus tout le côté mental derrière la construction d'un match, plus que juste les high spots qui impressionnent plus du côté des États-Unis ou en Amérique ici, où on voit un gros spot, on est comme « Ouais, c'est awesome », tandis qu'au Japon, ils vont focuser comme... C'était clair, l'histoire que les deux lutteurs nous racontent, c'est Danielson qui veut péter le bras, et Okada, lui, qui vise l'œil, qui vise la blessure. Fait que chacun ont un peu leur idée ou leur plan de match qu'ils veulent absolument faire, et la foule les suit là-dedans. Et le sell physique aussi de Brian, excuse-moi, je t'arrête là encore, mais il me semble, il était dessus. Y a-tu mis de quoi? Parce qu'il avait l'air un petit peu enflé, puis genre, moi je trouvais que c'était très réaliste quand ils ont enlevé l'eye patch. J'ai pas remarqué nécessairement le... Comment il vendait là, le fait qu'il voyait mal un peu. Là. Ben c'est ça, il vendait, tu vois qu'il se pogne le bord de la tête, il se pogne l'œil, il le vend quand même super. Mais il est comme à moitié. Ouais, un peu fermé, puis non, il vend super, super bien. Puis il tient tout le long même, c'est ça que j'ai appris. Oui, il garde, il vend, il déroge pas de sa il vend un œil qui a mal, là, tu sais. Il sell bien un œil. Il est tellement bon, Brian. C'est incroyable. Les deux gars se retrouvent sur le bord du ring, sur l'apron, sur le bord, et Okada qui fait que manger des kicks. Je sais pas comment il a fait ça. Ben, en fait, je le sais, je l'ai vu, mais dans le sens où il a renversé des kicks. Il a comme pris la jambe de Danielson, il l'a pogné, puis il l'a comme flippé en tombstone pile driver, mais tellement de façon fluide. Fait qu'encore une fois, vise le haut du corps, vise la tête, vise l'œil, donc un pile driver sur le apron. Ensuite, des coups de pied d'en face de Brian. Et c'est à ce moment-là que Okada va enlever le eye patch après le tombstone et après le tombstone, d'en face. Va même faire un elbow drop, mais oh non, il a mal à son bras. Fait qu'il va faire un elbow drop de la troisième. Il est pas capable d'aller compléter le pin. Fait qu'il a mal au bras. Il va vraiment, vraiment, vraiment bien. Le pace commence à monter. L'intensité commence à monter. Okada va kick out d'un Busaiku Knee. Brian réussit à tourner ça en label lock, donc en yes lock. Il va le prendre en soumission là, à travers la face. Il va même genre le modifier un peu, un genre de wing clip, mais où il va prendre comme les deux bras par en arrière. Il doit avoir une photo, là, mais avec comme sa jambe qui va tenir les deux bras. Okada qui lui vend super bien, qui est comme sur le bord on dirait qu'il va s'évanouir, mais comme ok, ça se finit en soumission comme ça. Finalement, Okada se réveille, réussit à mettre son pied sur la corde. Super, super bien vendu. Rainmaker connecte, mais Okada a tellement mal à son bras qu'il n'est pas capable de suivre avec le pin. Les deux se relèvent, coup de pied dans le bras, coup de pied dans la face, coup de pied dans le bras, coup de pied dans la face. Asti que c'est intense. Danielson réussit à connecter un coup de genou. Recule dans un coin. Et je pense que Danielson... Je pense que Danielson pense que personne de la WWE qui va écouter Wrestle Kingdom. Parce que il réussit à connecter un coup de genou. Fait qu'Okada est en plein milieu du ring. Danielson se recule dans un coin puis il fait yes. Yes. Il a fait le mouvement de yes, un mouvement qui appartient, qui est trademark WWE. Mais je pense qu'il ne peut pas le faire sur la télé américaine. C'est pour ça qu'il a été capable de le faire au Japon. Ça doit être un genre de petit loophole comme ça qu'il y a. Je connais pas là-dessus. Je pourrais pas t'aider là-dessus, mais moi je m'en fous. Si c'est son move, il le fait. Il l'a fait, puis tout le monde l'a suivi là-dedans. Finalement, il rate son deuxième coup de genou parce qu'il a fait yes. S'il a pris trop de temps. Okada lui connecte son deuxième Rainmaker, mais réussit à tomber plus près de Danielson et réussit à le piner 1, 2, 3. Rampe. Okada a gagné le match 2. Donc c'est 1 contre 1. Rubber match? Où? Quand? Comment?
Ça reste à voir. Ça sent Forbidden Door, je pense. Ça sent Forbidden Door 2024. Ça sent Forbidden Door, ouais. Et là, on va voir qui va gagner. Beau moment aussi de respect après le match entre les deux. Les deux qui se mettent à genoux, qui s'agenouillent un devant l'autre et qui se prosternent mutuellement. Donc, un beau moment de respect aussi entre sûrement deux des meilleurs lutteurs au monde. Ouais, puis on dirait dans les matchs que Okada vient faire aux États-Unis, en Amérique, ouais. Ben c'est pas vrai, parce que j'en ai vu... Non, j'en ai vu où il était bon, mais on dirait de l'habitude, il vend... Il sell pas beaucoup. Moi, c'est un petit peu une critique que j'ai de parfois certains matchs que je vois, qu'on dirait qu'ils sell pas, puis ça rend pas l'adversaire aussi bon. Oui, mais dans ce match-là, il sell tellement bien que je comprends pas pourquoi il sell pas plus souvent que ça dans ses matchs. Parce qu'on veut on veut qu'il soit comme indestructible, c'est Okada, il peut pas perdre, etc. Mais je le trouve tellement bon quand il sell de cette manière-là. Un peu à la Lesnar, un peu. Lesnar et tout. Quand il sell, je trouve qu'il amène le match une coche au-dessus. Vendre juste un peu trop, mais juste assez trop, tu sais. Ouais. C'est comme la bonne. Il a l'air d'avoir un mal pour vrai, là, tu sais. Puis c'est un bon exemple de comme. Il vend le bras tout le long, mais il vend super bien. Ça a l'air de faire mal. Il a l'air de vraiment comme si le bras tient à un fil. Il va lâcher à tout moment. Oui, complètement. Mais si vous voulez écouter quelque chose de la New Japan sans aller trop vers quelque chose de complètement champ gauche ou fucké ou complètement différemment, ce match-là que je viens de vous décrire est très accessible parce que Danielson, ce qu'il fait, est toujours très clair. L'histoire, elle est simple. C'est un bras contre un œil. That's it. Mais on va tout faire pour être capable de blesser l'autre ou d'affaiblir l'autre. Fait que l'histoire qui est racontée est super facile à suivre, mais c'est dans une production New Japan et c'est dans un contexte de la New Japan. Fait que si vous n'êtes pas habitué au produit, ce match-là comme tel, c'est peut-être mieux de l'écouter avant d'écouter le Triple Threat, vu que le Triple Threat est un peu plus tagué New Japan. Il y a certaines choses dans le pacing qui font un peu moins de sens ou un peu moins de sens pour les Nord-Américains. Mais il est quand même rythmé nord-américain, le Triple Threat. Il y a pas, souvent, des fois, à New Japan, des fois, il y a des moments de pause, pas de pause, mais tu sais, plus d'accalmie. Fais-moi un chop. Ouais, il me fait-tu un chop, fais-moi un. Ou même encore plus plate que ça, c'est juste chokehold pour chokehold pendant 12 minutes. C'est souvent ce que mon ami Frank Grenier, ton ami aussi Frank Grenier, déteste la New Japan puis me le dit tout le temps, calice de match plate du tabarnak, c'est le dernier 5 minutes qui vaut la peine. Non, justement, il y a un build-up qui se crée, il y a un momentum qui vont aller pogner. La fin est si intense parce que le début était plus mollo, mais là, c'est ça. Là, ça devient... c'est des goûts personnels en écoutant des matchs. Fait que, mais de ça, autant le Triple Threat, autant que Okada Danielson, des matchs de New Japan quand même assez accessibles pour pas trop être mélangés. Sinon, dans les... Oui, oui, ça, j'allais dire, j'aurais aimé que les meilleurs matchs soient aussi des lutteurs japonais. Cependant, ça n'a pas été le cas à ce pay-per-view-là. Fait qu'on voulait vraiment vous parler des meilleurs matchs, puis ça donne que c'est beaucoup de foreigners qui sont dedans. Il y a seulement Okada qui vient qui est japonais. Ouais. Mais Fit Finlay a tout fait sa carrière présentement à New Japan, ce qui fait que c'est quand même un local. Le main event qui était Tatsuya Naito contre Sanada était un bon match. Moi, j'ai vraiment aimé le match parce que je suis un fan de New Japan, mais c'est un 25 minutes où c'est le dernier 5 minutes qui est impressionnant. Fait que si vous voulez aller voir ce match-là, pour peut-être voir un peu plus comment un match classique de la New Japan est construit, vous pouvez aller voir le main event. C'est quand même un très bon match qui vaut la peine. C'est juste que c'était pas aussi bon que les deux matchs juste avant. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé du main event. Yeah. Il y a aussi, en plus de Nick Nemeth que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé aussi le nouveau TJP, que peut-être vous connaissez, qui a été à la WWE. 205 Live. À 205 Live, oui, exactement. L'époque de la Cruiserweight. Ouais. Un jeune vétéran, je dis ça parce qu'il a mi-quarantaine maintenant, mais il a l'air tout petit, tout jeune, TJP. Il y a un nouveau personnage, un genre de masque de démon. Un peu à la Fiend. Ouais, un peu à la Fiend. Il rentre avec un chapeau japonais. J'aime beaucoup ce genre de gimmick-là. Ça donne un edge
au personnage. C'est un lutteur high flyer qui est super, super rapide. Fait que ça ancre quelque chose de plus que juste le jeune qui revole partout. Fait que j'ai vraiment aimé ce personnage. Et de ce que j'ai compris, j'ai pas suivi la New Japan, c'est à la suite d'une défaite dans un casquette match, dans un match cercueil. Fait que là, c'est comme si l'ancien TJP était mort et revient sous ce nouveau personnage, cette nouvelle gimmick-là. Le masque bien fait. Cependant, à la fin, on sentait le petit côté en haut, il décollait un peu le rembourrage de TJP. Fait que là, certains angles de caméra, il va falloir travailler ça pour les prochaines fois. S'assurer que le masque tienne bien. Dans les autres matchs que moi j'ai aimé, en fait mon troisième match sur la carte que je préférais après les deux qu'on a parlé, c'est Yuya, désolé la prononciation, Yumera, ça? Oui, exactement. Yuya Yumera et Yota Tsuji. Qui, pour vrai, ça j'ai les deux, je les connaissais très peu, très très peu, et j'ai vraiment aimé leur match, leur intensité. Bon match entre les deux, l'histoire était le fun aussi. Je pense que les deux ont commencé en même temps, de ce que j'ai compris de l'histoire. Ils se retrouvaient. En fait, pour la petite histoire avec les deux, c'est les deux prochaines grosses vedettes à New Japan. Yota Tsuji a été faire une run de 2 ans au Mexique. Il a lutté pour la CMLL depuis quelques années. Fait que ça lui donne une genre de couleur un peu différente dans sa lutte, dans son approche de la lutte. Yuya Uemura est le classique beau bonhomme, grand, musclé, good looking guy qui va sûrement être soit un ultimate babyface ou extrêmement méchant, un super bon heel. C'est deux jeunes qui ont commencé en 2017 avec le dojo de la New Japan, qui ont passé 4 ans comme Young Lion pour expliquer un peu comment ça fonctionne en New Japan. Quand tu commences dans le dojo de la New Japan, t'es un Young Lion. Un Young Lion, c'est... T'as pas de personnage, t'as pas de caractère, t'as pas de character, là, de personnage. Tu travailles sur ta lutte. Tu travailles sur ta lutte. Fait que t'es en trunk noir, t'as des bottes noires, t'as les cheveux courts, et c'est tout. Ce que tu fais, c'est que tu te promènes sur les tournées de lutte, tu t'aides à monter, démonter le ring. C'est eux qui vont apporter les sacs de glace à la fin pour mettre sur la nuque, sur le dos des lutteurs. Les bouillottes! Les bouillottes, ça me fait tellement rire. C'est exactement. Puis, le préposé à la bouillotte. C'est un peu des... C'est un peu des bitches. C'est un peu ça. Ils apprennent littéralement le respect de la lutte. Fait que c'est vraiment un processus. Et éventuellement, tu bâtis ton personnage. Fait que ces deux très jeunes là, sont mi-vingtaine, les deux. C'est un petit match de 10 minutes qui démontre le potentiel des deux lutteurs. Mettez New Japan... Si les deux restent dans le circuit de la New Japan, les deux sont au courant qu'ils vont lutter 500 fois ensemble. Donc, ils veulent pas tout dévoiler tout de suite. Ils vont peut-être être le main event de Wrestle Kingdom 22 ou 21 parce qu'ils vont être rendus là. Fait qu'ils veulent pas tout montrer tout de suite. Ils sont en train de bâtir leur histoire de carrière, les deux ensemble. Fait que c'est très, je les ai bien aimés. Moi, j'ai bien aimé le match. Fait que c'est... les deux très bons lutteurs, très bons technical. Si vous suivez plus l'All Elite, là, Kazuchika, non, le jeune japonais avec Don Callis, là, pas Takeshita. Oui, c'est Takeshita. Ils sont un peu sur le même frame. Fait que, si vous êtes capable d'imaginer Takeshita qu'on voit plus dans la télé américaine, les deux, Tsuji et Uemura, sont un peu sur le même frame. Fait que des gros japonais qui peuvent revoler autant qu'ils peuvent être plus techniques. Ouais. Sinon, moi, le match que j'ai beaucoup aimé, c'est Tama Tonga contre Shingo Takagi. Surtout pour le travail que Tama Tonga a fait pendant le match. C'est un lutteur qui s'est perfectionné comme lutteur dans une équipe avec son frère Tangaloa. Les Gorilla of Destiny qui ont été longtemps avec le Bullet Club. Fait que depuis quelques années, Tama Tonga lutte un peu plus de façon simple, donc lutte en simple. Et je trouve que dans ce match-là, il a vraiment tout donné. Et on a su par après, il a annoncé qu'il quittait la New Japan pour aller, on ne sait pas encore où, peut-être l'All Elite, peut-être la WWE. À noter que Tama Tonga est d'origine samoane. Il a été adopté par, je me souviens plus le nom, mais c'est de la lignée là, des familles samoanes de lutteurs. Donc, s'il va à la WWE, on va peut-être le voir joindre le Bloodline. On ne sait pas, ça reste à voir. Fait que, en général, une carte très correcte, mais 2 très très bons matchs. Ouais. Un low card très... Le début de carte très
décevant, j'ai trouvé. Ça prend du temps avant que ça parte. Mais bon, c'est pour ça, hein, on s'arrête ça les sommeliers de la lutte, regardez tout et vous faire les conseils. Fait que nos 4 matchs conseillés. Donc, on va répéter juste parce que les gens sont moins habitués avec les noms japonais. Tama Tonga contre Shingo Takagi. Ouais. Bien ça. Yuya Emura contre Yota Tsuchi. Et les 2 autres avec les lutteurs qu'on connaît plus. Donc, Okada, Danielson. Et le Triple Threat, Finlay, Ospreay et Moxley. Ce seraient les 4 matchs qu'on vous conseille sur cette belle carte de Wrestle Kingdom. Ben, belle carte. Sur cette carte de Wrestle Kingdom. Cette carte de Wrestle Kingdom. Si c'est votre premier peut-être pas à la hauteur du reste. Ben, c'est ça. Si c'est votre premier Wrestle Kingdom que vous écoutez, si vous avez la chance de reculer dans le temps pour aller voir quelques bons matchs, ça vaut la peine. Sinon, attendez à l'année prochaine. J'espère que ça va être meilleur. C'est pas le meilleur Wrestle Kingdom. Souvent, c'est à la hauteur. Mais allez voir ces matchs-là. Ouais, ces matchs-là valent vraiment la peine. Okay, sinon, merci beaucoup. Oui, merci de nous suivre. Merci d'embarquer dans le projet des sommeliers de la lutte. On peut nous suivre, vous, Pierre? Sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez commenter. Si vous nous écoutez sur votre application de balado préférée, mais vous voulez nous jaser, là, ben, venez nous voir sur Facebook, c'est là que ça se passe. En dessous des posts, des épisodes, vous pouvez commenter là. On vous lit, on essaye de vous répondre autant que possible. Sinon, directement sur YouTube, juste en bas dans les commentaires, vous pouvez aussi commenter. Là, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Et dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode qui sort du circuit nord-américain, là, si on veut. Un peu plus précis comme sujet, un peu plus geek, surtout de mon côté. Là. Moi, j'aime bien ça. Et est-ce qu'on vous a fait donner le goût d'aller écouter Wrestle Kingdom? Ou est-ce que vous l'avez écouté vous-même et que c'est un produit que vous... Exact, qu'est-ce que vous en pensez de ces matchs-là? Revenez-nous avec vos commentaires un peu partout. Et sinon, on se dit à la prochaine fois, l'épisode prochain, si tout va bien, si cette semaine, on continue de bien dire la carte du Royal Rumble, l'épisode 16, qui sera diffusé le 22 janvier, sera notre épisode prédiction résumé en vue du Royal Rumble. Donc, on sortira le questionnaire lors de cet épisode, si on est capable. L'épisode 16, mais c'est l'épisode 15. L'épisode 15, désolé. Ben, là, on est 14. Fait que c'est ça. Ça serait le 15 ou le 16. Ou le 16. Donc, on vise le 15, mais il faut que la WWE coopère et sorte la carte. Sinon, ce sera le 16. Donc, prédiction pour le Royal Rumble, questionnaire résumé. Vous pourrez partager cet épisode-là avec tous vos amis qui viennent juste voir le Royal Rumble parce que c'est leur événement préféré. Et les mettre au courant des différentes histoires, des différents personnages, de qui est rendu gentil, qui est rendu méchant, qui a des chances de gagner cette année. Il va y avoir tout ça dans cet épisode-là. Diffusé 22 janvier potentiellement, sinon ce sera quelques jours plus tard, le 26, 25, le 25. Donc, à tous et à toutes, merci beaucoup. Ciao, ciao, à la prochaine. On se revoit. Super! Bye bye!